Merci, Monsieur le Président, chers confrères. Comme à chacune de mes interventions sur les actions de formation professionnelle, j'insiste sur le fait que se former et apprendre est un vecteur indispensable pour l'épanouissement et l'émancipation de nos concitoyennes et concitoyens. Je pensais qu'il était difficile de contredire cela dans les mots que nous utilisons tous ici. Mais visiblement, il est possible de le faire en mettant en place des coupes budgétaires toujours plus importantes qui, à l'image d'un gouvernement déshumanisé, mettent la formation professionnelle en difficulté avec une baisse de 30% des crédits de formation en 2 ans, et pire encore pour l'apprentissage, qui se retrouve dans une situation plus que critique, avec une baisse de 88%. Difficile de faire mieux, ou plutôt difficile de faire pire. Ceux qui prennent de plein fouet cette non-considération, ce sont nos jeunes. Vous savez, ceux que l'on dit être notre avenir. Quel avenir nous leur préparons? Ils sont à l'heure actuelle délaissés et surtout bafoués, avec très peu de possibilités de défense et de considération. Pourtant, le 20 novembre 1989 était adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies la Convention internationale des droits de l'enfant, considérant l'enfant comme un être à part entière. Laissez-moi juste vous lire en quelques lignes qui concernent l'article 28 sur le droit à l'éducation. L'enfant a le droit à l'éducation et l'État a l'obligation de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit. Il encourage l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant et prennent des mesures appropriées telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin. Il assure à toutes et tous l'accès à l'enseignement supérieur en fonction des capacités de chacune et chacun par tous les moyens appropriés. Il rend ouverte et accessible à tout enfant l'information et l'orientation scolaire et professionnelle. Enfin, les États favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. Alors pourquoi est-ce que je reprends cette convention? Parce que je pense qu'il est indispensable de la rappeler dans cette société dénuée de sens pour autrui et, encore une fois, avec des dirigeants préférant sacrifier l'avenir de notre jeunesse plutôt que de contrôler l'évasion fiscale grandissante de notre pays. Heureusement, ce contexte ne nous empêche pas, nous, régions, de prendre notre responsabilité dans ce contrat en jouant la carte du maintien et des dispositifs significatifs pour les apprenants, comme les 18 000 parcours de formation pour les demandeurs d'emploi, l'accompagnement des transitions professionnelles pour sécuriser les parcours et accélérer les perspectives de rebond professionnel, les VAE, les défis, des dispositifs très importants qui font la différence dans le paysage de la formation professionnelle et qui permettent de réduire les inégalités d'accès à l'emploi, surtout pour les femmes qui ont souvent un parcours d'accès à l'emploi semé d'embûches. La prudence est pourtant de mise, et tu en as parlé Jean-Patrick, car l'équilibre des organismes de formation est extrêmement fragile. L'organisation tout entière du parcours des apprenants peut être mise à mal et complexe, voire impossible à relever. Il est donc évident que cette conscience ne doit pas être mise sur le côté, et c'est pourquoi la région prend ses responsabilités face au désengagement de l'État, et elle continue à investir 100 millions d'euros pour ses politiques de formation professionnelle et d'orientation. Car, une fois de plus, c'est de l'avenir de nos jeunes dont nous parlons. Je vous remercie.